Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de cet exercice de redevabilité en ces débuts de semaine. Un lundi qui a été particulièrement chargé pour nous. Déjà à partir d'hier, où nous avons reçu à Kinshasa le président de la République du Sud-Soudan, M. Salva Kiir, qui a séjourné durant 24 heures en République démocratique du Congo. À peine nous venons de le ramener à l'aéroport international de Njili, où dans le cadre de la communauté de l'Afrique de l'Est, il a amorcé une mission de consultation dans la région. Ce soir, je serai avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, l'infatigable Je ne compte pas les nombres de pérégrinations, passez-moi l'expression, de voyages que vous avez effectués depuis l'investiture du président de la République. Je dois rappeler qu'il y a eu des séquences diplomatiques importantes qui ont commencé par d'abord le voyage du président de la République pour Addis Abeba, pour assister au sommet de l'Union africaine. Ensuite, il y a eu des déplacements à Malabo, à Luanda, à Lusaka. Et ce soir, avec le vice-premier ministre, nous allons un peu faire le point de toutes les victoires diplomatiques que nous avons pu engranger, parce que le mal de la région a été bien épinglé et les perturbateurs, pour utiliser l'expression que le président de la République a utilisée cet après-midi, a été bien exposé. D'ailleurs, parce que nous parlons du président de la République, je voudrais commencer avec un petit extrait de la conférence de presse conjointe qu'il a tenue avec son homologue sud-soudanais cet après-midi, et puis nous reviendrons sur le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Prenons le cas de la crise avec le Rwanda, ça n'a rien à voir avec les peuples. Le peuple rwandais ne vient pas envahir la République démocratique du Congo. C'est un régime dirigé par un individu qui est devenu friand de ce genre de crimes, et c'est ce régime qui attaque et agresse la République démocratique du Congo. Les peuples des deux pays n'ont aucun problème l'un et l'autre. C'est un problème de régime, et le régime, comme vous le savez, il n'est pas éternel. Un jour, tout cela s'arrêtera d'une manière ou d'une autre, et nous retrouverons, je crois, le bonheur de vivre ensemble en tant que voisins. Et c'est ça mon vœu. Pour le moment, il y a un perturbateur, un empêcheur de tourner en rond, mais il n'est pas éternel. Son tour viendra un jour de cesser de jouer comme ça avec la vie des gens. Voilà, c'est un petit extrait du point de presse du président de la République qu'il a tenu avec son homologue sud-soudanais. Il répondait à une question où on lui demandait de construire de murs avec certains pays voisins, notamment le Rwanda, et il expliquait clairement ce qu'il en était. Monsieur le vice-premier ministre, bonsoir. Nous allons faire une économie de mots pour vous donner la parole. Nous savons que ces 2 derniers mois particulièrement, vous avez été très très sollicité, d'Addis Abeba à Luanda, passant par Malabo, Lusaka, encore avant-hier. Et aujourd'hui, nous avions la réunion consultative avec le président du Sud-Soudan. Qu'est-ce que vous pouvez dire en liminaire aux compatriotes qui nous suivent ce soir? Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir d'Addis Abeba? Il y a eu le passage du président, mais il y a eu aussi cette réunion du Conseil de paix et de sécurité. Que peuvent-ils retenir des discussions d'abord du président de la République avec João Lorenzo à Luanda, ensuite les discussions que vous avez eues avec vos homologues rwandais, et enfin le sommet des Lusaka auquel le président de la République a pris part? Beaucoup de questions vous attendent sûrement. Nous voulons d'abord avoir vos mots introductifs pour nous permettre de planter les décors de l'exercice de redevabilité de ce soir. Vous avez la parole, monsieur le vice-premier ministre. Merci beaucoup, monsieur le ministre de la Communication. Je suis ministre des Affaires étrangères, évidemment. Le gros de mon travail, je le fais à l'extérieur. À l'intérieur, il y a l'administration, il y a les orientations qui sont données par le président et le conseil des ministres, et puis nous mettons en œuvre ces orientations, pas forcément ou seulement ici sur le territoire national, mais dans des forats internationaux, pour faire passer le message de la RDC et défendre nos intérêts. Effectivement, nous avons commencé par les
les réunions statutaires de l'Union africaine. Il y a évidemment le comité des ambassadeurs, c'est-à-dire en fait ceux qui représentent les États membres auprès de l'Union africaine. Il y a par la suite le conseil exécutif, la réunion des ministres des Affaires étrangères qui reçoit les conclusions, les propositions des ambassadeurs et enfin le sommet des chefs d'État qu'on appelle la conférence des chefs d'État de l'Union africaine. Disons en un mot, on a parlé de la RDC. Nous avons, à travers le président de la République, fait de propositions, donné notre vision de la solution de la crise que nous connaissons par suite de l'agression barbare et dont nous sommes victimes de la part du Rwanda. Nous allons peut-être en parler. Grosso modo, le président de la République a réaffirmé notre ouverture. On est en diplomatie. La diplomatie, c'est l'intelligence, la sagesse, la capacité, pas seulement d'avoir raison, mais aussi de convaincre. Nous avions un plan qui est simple jusqu'à aujourd'hui. Vous voulez le dialogue? Ok, ça va, c'est la diplomatie, mais il faut que le dialogue se fasse dans des conditions acceptables. Le président a affirmé avec force que nous n'entendons pas négocier sous occupation de qui que ce soit. Donc la première chose, c'est de retirer, obtenir que le Rwanda retire ses troupes du territoire congolais. Ensuite, obtenir que nos compatriotes rentrent dans leur domicile. À obtenir que progressivement l'autorité de l'État congolais s'installe. Et aussi, c'est très important, qu'il y ait alors un dialogue avec le Rwanda et non avec les M23. De toutes les façons, l'Union africaine a désigné le président Lourenço, le président angolais, comme facilitateur, pas du dialogue interne, mais avec le Rwanda. Et cela doit se faire sur des problèmes réels. Ça veut dire tout simplement que chaque partie doit dire quel est ou quels sont ses problèmes et on les discute, comme on dit, carte sur table. Nous avons posé le problème aussi de la tragédie humanitaire. Je ne m'étends pas là-dessus, tout le monde sait que le Congo a aujourd'hui environ 6 millions de personnes déplacées. C'est un record pratiquement mondial, un triste record. Nous avons posé le problème de la nécessité, si tant est que nous devons dialoguer, et bien dialoguer alors, de constituer une garantie de bonne fin du dialogue et une garantie aussi de mise en œuvre des résolutions ou des recommandations ou des mesures que nous serions amenés à prendre ensemble lors de ce dialogue-là. Pensez aussi à des mécanismes préventifs qui feraient qu'il n'y ait plus de conflit entre le Rwanda et la RDC. Grosso modo, c'était ça. Et je pense que le message est bien passé. Si vous voyez les documents de travail, vous trouverez que les choses ont été conçues de cette manière-là. Tellement vrai que lorsque se tiendra la réunion du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine le 4 mars, en cours, le communiqué final des travaux a été totalement en faveur de la RDC. On va en parler. D'abord, c'est nous qui avons demandé pour que l'opinion le sache. Le président m'a instruit de faire en sorte que le Conseil paix et sécurité examine en urgence la situation de la RDC. J'ai écrit à l'époque à mon collègue, le ministre marocain des Affaires étrangères, parce que le Maroc, qui présidait le Conseil paix et sécurité, comme nous étions à la veille du Conseil exécutif, ça a pris un peu de temps. On a relancé avec le concours de notre compatriote, l'ambassadeur Ilungangando, qui est là. Finalement, on a obtenu la réunion du CPS. Mais, un peu d'astuce, au lieu que ce soit la réunion ministérielle, on a dit que c'est la réunion des ambassadeurs. Malgré tout,
on est parvenu à obtenir que je sois autorisé comme ministre d'intervenir, et je suis intervenu à partir de Doha d'ailleurs. Vous lisez le communiqué, qu'est-ce qu'on a engrangé comme bénéfice? Tout a été comme nous l'avons demandé. Un, que l'Union africaine, à travers le Conseil paix et sécurité, endosse la SAMIR DRC. SAMIR DRC, c'est en anglais, c'est la mission de l'Afrique australe en République démocratique du Congo. Comme vous avez ici, toute comparaison, disons, bien mesurée, la MONUSCO. C'est un peu comme ça, pour qu'on se comprenne. Ce n'était pas tout. Le Conseil paix et sécurité, j'ouvre la parenthèse, c'est l'organe de l'Union africaine qui est compétent pour connaître de toutes les questions ayant trait à la politique, à la sécurité et à la paix en Afrique. Et là, il a plutôt des compétences un peu à la manière du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est-à-dire que le Conseil paix et sécurité prend des décisions, évidemment, il y a aussi des recommandations. Le Conseil paix et sécurité est allé encore plus loin en demandant, qu'est-ce que je dis là, en donnant instruction à la Commission de l'Union africaine, qui est l'exécutif de l'Union africaine, de mettre à la disposition de la SAMI-DRC, donc de la force régionale de la SADC, les instruments de guerre, les armes, qui sont stockés à Douala, au Cameroun, parce que l'Union africaine a ce qu'on appelle la force en attente. Et dans ce cadre-là, il y a un certain nombre d'équipements militaires qui ont été rassemblés là-bas. Et le Conseil paix et sécurité aussi a insisté pour que ce qui existe comme facilité de paix soit mise au bénéfice de cette force-là, facilité de paix, y compris évidemment les contributions financières. Il s'est adressé également au Conseil de sécurité des Nations Unies d'accompagner, peut-être mieux de dire d'assister, la force régionale de la SADC déployée au Congo, et cela conformément à la résolution 2717 du Conseil de sécurité. J'allais même dire un peu plus loin, à la résolution 2667, si je ne m'abuse, dans laquelle le Conseil disait déjà, il y a une année de cela, qu'il appuierait tous les efforts régionaux. Donc là aussi, ça avançait, et l'M23 est cité nommément comme en fait un groupe comme on appelle les forces négatives à éradiquer. Donc là, j'ai fait la synthèse, il y a beaucoup de choses. Vous allez continuer, mais on ne peut pas aborder ces chapitres sans revenir sur le courrier adressé notamment au Conseil de sécurité. J'en viens. Un peu de patience. Bon, de là, nous sommes passés à Malabo. Malabo, là, il y avait la session de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Vous savez que cette communauté est présidée actuellement par le doyen, le président de la Guinée équatoriale, le président Nguema, et les chefs d'État se sont réunis là-bas. Avant, évidemment, comme de tradition, il y avait le Conseil des ministres. Là aussi, c'était la même chose. Nous avons proposé un schéma. Tout le monde a invité le président Lourenço à relancer le dialogue, les discussions. Il n'y avait pas quelque chose de très particulier, mais ce qui est important, c'est que le message est passé. Et après cela, je me suis rendu d'abord à Luanda, j'y suis rentré avec un message du chef de l'État, et puis je pense le jeudi 21, nous avons eu une réunion bilatérale, disons comme ça, de dialogue, de discussion entre nous, la délégation congolaise, la délégation rwandaise, et cela à la suite de la rencontre ou des rencontres que le président Lourenço, facilitateur, a eu tour à tour successivement avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le président Kagame du Rwanda. Et on est revenu de là
le 21, le 22, on a repris le bâton de pèlerin, on est allé à Lusaka, et là, c'était aussi très très bonne réunion. Il y a eu une déclaration qui a été faite. Vous l'avez suivi, je crois, c'était avant-hier. Non, c'était hier. Bien sûr. C'était le samedi. Avant-hier. C'était avant-hier. C'est très important. Je l'ai dit plutôt à nos amis de la presse présidentielle. Premièrement, la SADC, et il faut que je précise pour que vous puissiez comprendre. Dans la SADC, il y a ce qu'on appelle la troïka de l'organe. C'est-à-dire que l'organe, c'est l'organe qui s'occupe des questions de paix, de sécurité, des questions politiques. Et il y a une instance qu'on appelle la troïka qui regroupe les présidents en exercice, les présidents sortants et le président qui va entrer. C'est pour ça qu'on appelle la troïka. La troïka qui s'est réunie, et lorsqu'elle s'est réunie en matière de sécurité, notamment pour examiner les missions que la SADC dépêche à l'extérieur. Par exemple, vous avez la SAMI, la mission de l'Afrique australe au Mozambique, la SAMI. Puis vous avez la SAMI DRC, je vous ai dit ce que ça signifie. En ce moment-là, les pays qui sont concernés sont là, et les pays qui ont envoyé leurs troupes, qu'on appelle les pays contributeurs, sont aussi invités. Donc il y a eu cette troïka-là, qui s'est réunie en même temps que la troïka de la SADC, c'est-à-dire la présidence en exercice de la SADC, le président à venir et le président sortant. Ils se sont réunis, il y a eu une déclaration où il était clairement dit, que la SADC réaffirme sa détermination et son engagement d'apporter à la RDC tout le soutien diplomatique et militaire. Et pour le soutien militaire, l'appel a été lancé à tous les pays de la SADC qui n'ont pas encore fait, de libérer leur souscription aux fonds nécessaires pour financer les opérations en RDC. Tous les pays qui ne l'ont pas encore fait, l'appel a été lancé pour qu'ils envisagent la possibilité de renforcer les capacités des SAMI DRC par des troupes additionnelles, par des équipements militaires aussi. Et que le secrétariat exécutif de la SADC, conformément au communiqué du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine dont je viens de vous parler, et en exécution de la résolution 2717 du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont je viens de vous parler, que le secrétariat exécutif prenne toutes ses dispositions pour saisir le Conseil de sécurité au fin d'obtenir l'accompagnement nécessaire pour renforcer les capacités de la SAMI DRC. Et sur le plan diplomatique, il y a eu un élément important auquel le ministre de la Communication faisait allusion tout à l'heure. En effet, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda a écrit, déjà au mois de février, je crois, février-mars, d'abord au président du Conseil de sécurité des Nations Unies pour dire tout un tas de choses. Je vous ai parlé de cela, que voilà, la force de la SADC est là, une association des génocidaires, n'importe quoi, pour venir, comment dirais-je, commettre des actes génocidaires contre les Tutsis congolais qui sont menacés, qui sont persécutés. Il ne faut pas accepter la SAMI DRC, n'en déplaise aux autorités rwandaises. Je veux de vous dire que bon, l'Union africaine a endossé. Et ceux qui ont pu lire ont lu la lettre. Ça ne sert à rien de perdre le temps sur ça. Et la même lettre, presque, le gouvernement rwandais a écrit au président de la Commission de l'Union africaine pour obtenir justement, comme je vous disais, que l'Union africaine n'endosse pas la SAMI DRC. Bon, malgré tout cela, c'était passé, très bien, je vous l'ai dit. Donc, maintenant, il faut que le secrétariat exécutif de la SADC
conjointement avec la RDC, saisissent le Conseil de sécurité des Nations Unies pour dire voilà, nous avons besoin de ça, 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 ça. Vous voyez dans quelle mesure on peut travailler ensemble. Nous devrions également obtenir que la Commission de l'Union africaine exécute les injonctions qui ont été données, les instructions données par le Conseil paix et sécurité. Donc, à Lusaka, la double troïka a dans sa déclaration d'abord désapprouvé fermement ces deux correspondances du gouvernement rwandais qui tendaient à obtenir que l'Union africaine n'endosse pas la SAMI DRC. C'est rejeté. Et la double troïka a précisé dans sa déclaration, et c'est très important, que le déploiement de la SAMI DRC, son mandat, sont conformes, sont basés, sont assis sur le traité qui a fondé la SADC, le protocole de la SADC sur la défense et la sécurité commune et le pacte de défense mutuelle de la SADC. Donc on n'est pas sorti du texte, on est dans ce qui est prévu et c'est normal. Donc le Rwanda n'a pas de leçons à donner aux gens ou d'objections à faire, d'autant plus qu'il n'est même pas membre de la SADC. Et la double troïka a précisé aussi que la SAMI DRC n'est pas là pour s'occuper de telle tribu, de telle communauté, ce n'est pas son problème. C'est pour faire en sorte qu'elle appuie les efforts du gouvernement de la RDC, entendez là aussi nos forces armées, de manière à restaurer la paix, la sécurité, la stabilité en RDC, comme l'effort de la SADC, rappelez-vous, l'ont fait en 2013. Rappelez-vous qu'en 2013, ce sont les troupes de la SADC intervenant dans le cadre de la FIB, la force d'intervention rapide au sein de la MONUSCO, qui ont permis, avec évidemment les FARDC, de mettre fin aux aventures criminelles du même M23. Donc, voilà ce qu'on a obtenu là-bas à Lusaka. On va y revenir en détail. Voilà un peu, si je peux résumer, parce que votre question c'est de savoir qu'est-ce qu'on a engrangé. Bien sûr. Un, le soutien unanime de toutes les instances qui ont examiné le dossier. Deux, ce n'est pas seulement un soutien politique, mais un soutien avec des mesures de matérialisation, des mesures de rendre ce soutien actif et opérationnel. Trois, qu'est-ce qu'on a obtenu? C'est que, pour la première fois, attendez-nous bien, pour la première fois, même sans le dire directement, toutes les instances africaines qui ont examiné la situation ont reconnu unanimement que le Congo est dans une situation de crise qui nécessite qu'un pays qui a agressé le Rwanda retire ses troupes, qui nécessite que le problème intérieur soit traité par le Congolais et qui reconnaît la légitimité, le caractère juste du combat qui est le nôtre. Maintenant, il reste assez que ce qu'on peut appeler, j'évite toujours les termes parce que chacun a son interprétation, mais en fait, c'est la vérité, ce qu'on a considéré, ou qu'on est en droit de considérer comme une avancée diplomatique significative, surtout si on met en conjugaison avec les vents qui soufflent aux Nations Unies et dans d'autres pays, les vents qui démontrent qu'effectivement, le Rwanda est au Congo. D'ailleurs, le Rwanda lui-même, maintenant, ne nie pas. Il dit tout simplement, je suis là parce que FDLR et tout, on va en parler. Et ça, c'est un élément très, très important. Il reste maintenant de notre côté à saisir cela, à optimiser ce soutien, cette nouvelle dynamique qui comprend notre problème, qui nous a rejoints pour dire effectivement nous avons le droit légitime de nous défendre pour le bien-être de notre pays et nous devons donc nous débrouiller parce qu'il n'y aura pas de l'extérieur des gens ou je ne sais pas qui va nous libérer de nos tracasseries actuelles
en notre absence et sans notre volonté, notre détermination et notre action sur le terrain. Voilà, parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas qu'on pense que le président Tshisekedi, le gouvernement, on croit qu'il y a une magie qui viendra à l'extérieur, qui va résoudre le problème. Nous sommes dans un contexte international. Nous avons affaire avec un acteur étatique qui n'est pas une province congolaise, c'est l'État rwandais, avec les dirigeants d'un pays. C'est un problème qui est internationalisé. On doit le traiter aussi en l'intégrant dans l'ordre juridique et dans la diplomatie au niveau international. Voilà. Voilà, Monsieur le Vice-Premier ministre, avant qu'on ne prenne des questions, il y a quand même eu la parenthèse de Luanda, les jeudis derniers, qui a fait suite aux rencontres, d'abord aux rencontres qu'il y a eu à Addis Abeba, nous étions là, entre le président Lorenzo, le président Kagame et le président Tshisekedi. Ensuite, il y a eu ces discussions, et on a beaucoup parlé, on a vu l'opinion beaucoup sur un document dont on n'a pas vu le titre, mais qui a circulé sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2-3 mots avant que nous puissions prendre les questions des journalistes? Vous savez, quand on exerce les charges publiques au niveau le plus élevé, c'est d'abord une responsabilité. Responsabilité que l'on doit assumer. Il faut également garder la tête froide, être serein et avoir confiance en ce qu'on fait. Si on n'a pas confiance en soi-même et au travail que l'on fait, ça dérape. On ne gère pas des dossiers de telle importance vitale pour le pays avec les réseaux sociaux et avec, si vous voulez, un comportement qui, non seulement diplomatiquement, mais moralement aussi, est inadmissible. Nous étions là, à Luanda. Nous avons été rencontrer la délégation rwandaise conformément à l'initiative qui a été prise par les facilitateurs désignés par l'Union africaine. Nous avons travaillé à des référendums. Ça signifie que la réunion ministérielle n'avait aucune décision à prendre. Nous tirons des conclusions et on défère le dossier à l'autre instance. C'est la réunion des chefs d'État, les deux chefs d'État, sous la médiation du président Lorenzo. On a fait ce document-là. Ce n'est pas un communiqué, ce n'est pas une déclaration, en tout cas ce n'est pas un instrument de média, c'est un document confidentiel. Et je n'hésite pas à dire que cette publication vient de Rwandais. C'est très sûr. Et si j'ai encore en parler, je peux... Nous tous, on sait piéger les documents. Quand vous signez des documents, il y en a qui en ont l'habitude, on sait piéger. Même un petit point, on sait que ce point-là, c'est dans le document que se trouve chez le ministre de la Communication. Cette autre virgule qui est quelque part n'est pas à sa place, c'est dans le document que se trouve entre les mains de tel. Alors, moi je dis au Congolais, il faut faire attention. Il faut faire attention, il ne faut pas tomber dans le piège. Ils ont publié ces documents qu'on peut se donner la conscience tranquille. Parce que vous voyez, ils ont souligné, la délégation congolaise s'est engagée et ainsi de suite. Alors nous avons eu, disons, des choses. On est sur le plateau, mais il y a aussi le côté pédagogique. Des collègues, des amis qui ont dit, mais comment ça se fait comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Le Rwanda n'a pas d'obligation. Il n'y a que nous qui avons des engagements. Il faut lire tout le document. J'ai vu qu'on a même publié tout le rapport. Il faut lire le tout, prendre le temps de pénétrer en profondeur chaque phrase, chaque virgule et chaque point. Je ne vous en dirai pas trop, parce que je tomberai dans les pièges de ceux qui n'ont pas la dignité de leur fonction et qui n'ont pas, si vous voulez, la conscience aiguë de la gravité de la situation. En réalité, nous considérons que c'est un coup qui est fait au médiateur, au président Lorenzo. Parce qu'on peut se demander, nous avons au fond, et tout le monde reconnaît ça, un problème de confiance. Il faut construire la confiance. Et le président Tshisekedi a toujours dit partout qu'il n'a pas confiance en la personne du président Tshisekedi et de tous ceux qui traitent avec nous en son nom.
Et cela. Ah oui, président Kagame, je m'excuse. Président Kagame, ce n'est pas la Lingoué avec sous-entendu, non, président Kagame. Le président Tshisekedi l'a toujours dit, et ce qui est fait là démontre que nous avons raison, qu'il a raison de ne pas avoir confiance aux Rwandais. Il appartient maintenant au président Lorenzo de tirer toutes les conséquences. Allez, venons à l'essentiel. Le paragraphe. J'ai dit, il ne faut pas que le Congolais tombe dans les pièges. Qu'est-ce qui se passe? Le Rwanda a toujours justifié son agression par les soi-disant FDLR qui sont au Congo et qui collaborent avec les FARDC. Je ne sais pas si j'invente les choses. C'est ça l'axe explicatif fondamental. Ok. N'oubliez pas, vous êtes les hommes de presse, vous êtes les faiseurs et ceux qui ont l'écriture de l'histoire. Ça fait une année qu'au nom du président et du gouvernement, je dis partout aux Nations Unies, à l'Union africaine, dans les enceintes de communautés africaines, que le Congo demande à toute personne, à toute organisation, à tout État, et que sais-je encore, qui a des informations précises sur les FDLR, les identifier, les localiser, de nous les donner et de travailler avec nous pour éradiquer cela. Ça, ce n'est pas une invention. Ceux qui disent ça, ils ne s'y mettent pas, ils ne répondent pas. Qu'est-ce qu'on a dit aux Rwandais? Ok, maintenant nous allons vous dire, j'exprime en des termes simples, comment on va traiter cette question. C'est ce que nous avons appelé le plan. Et qui devront faire ça? C'est ce qu'on a appelé le programme, quelle activité et comment. Nous avons dit, ok, ne tournons pas autour du pot. Maintenant, il faut aller tout droit dans le problème. Parce que c'est ça, votre alibi. Donc, il faut qu'on entre dans le plan pour commencer à critiquer, tel que j'ai entendu certaines personnes le faire. Je vais donner quelques éléments. La première question, c'est que il faut qu'on nous dise de quel FDLR s'agit-il? Un général, un lieutenant, ou je ne sais pas qui. Il se trouve où? C'est la deuxième étape, la plus logique. Et alors, ça va être quoi? Le rapatriement. Oui, parce que, n'oubliez pas, dans le communiqué d'avril, c'est quoi, 2022 ou 2021, il était dit, à Nairobi, tout le monde a signé le communiqué. 2021, que chaque État, chaque gouvernement qui a de groupes armés en RDC a l'obligation, parce que tout le monde s'est engagé, de parler avec ces groupes armés nationaux mais qui se trouvent à l'étranger pour qu'ils rentrent au pays. L'offre de paix. Nous l'avons fait. C'est ça la présence de Uhuru. Est-ce que le Rwanda l'a fait? Donc, ce sont les citoyens rwandais, les autres le reconnaissent, ils doivent rentrer dans leur pays. Autre alternative, c'est connu internationalement, qu'on leur trouve un autre territoire qu'ils partent. La dernière alternative, on va les anéantir. Ça, c'est pas moi qui le dis. Lisez le communiqué d'avril 2021 à Nairobi, signé même par les Rwandais. C'est comme ça, tout le monde a oublié qu'on a commencé par déployer la force de l'East African Community. On s'est focalisé sur le 23. On a oublié que cette force-là avait aussi l'obligation d'éradiquer la FDLR. C'est là le problème. C'est là le problème. On a renvoyé la balle. Et ils voient que bon, maintenant, ils vont être acculés. Alors, il y a des compatriotes qui jouent ces jeux-là. Qu'est-ce que ça nous ferait, nous, le Congolais, que si il a peur qu'il y a FDLR à tel endroit, on puisse en finir avec les FDLR. Si un Congolais est effarouché parce qu'on dit qu'il faut un plan, il faut un programme pour mettre fin au FDLR, mais il fait le jeu du président Kagame, parce que nous savons qu'il y a des FDLR qui sont fabriqués à Kigali. Bien sûr. Il y a des FDLR qui sont fabriqués à Kigali. On a envoyé, lorsque le président Tshisekedi arrive, il y a eu des opérations. Demander au commissaire des Nations Unies. Et d'ailleurs, en accord avec la technique, je vais demander des tableaux récapitulatifs de ces opérations qui ont été menées depuis 2009. Et on a toujours combattu, on pourra les mettre à la disposition
des médias d'Angola. Vous pouvez voir, c'est un tableau opération Umoja Wetu, Voilà. opération Kimia, opération Amanileo. On donne la période des opérations qui ont été menées par nous-mêmes. Et il y a des opérations que nous avions menées d'ailleurs avec les Rwandais à l'époque. Nous mettrons tous ces documents à votre disposition, comme ça on est sur la même longueur d'onde. Voilà, alors qu'on vienne nous montrer, chef de l'heure là, qu'on trouve des solutions. Et je répète encore, dans le communiqué de Nairobi, il est dit, ceux qui vont refuser de rentrer chez eux seront considérés comme des faits négatives qu'il faut neutraliser. Cela, il faut placer chacun devant ses responsabilités. Et on dit, ils n'ont pas pris d'engagement. Mais lisez le paragraphe qui suit. Qu'est-ce qu'on dit? Dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan et programme, la délégation rwandaise s'est engagée à quoi? S'est engagée à revoir les mesures et dispositions prises pour la sécurité et la défense du Rwanda. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceci, renvoyez-vous à la suite du communiqué parce que vous l'avez dans votre téléphone. Ça veut dire que ceci. 1. Nous traitons un problème qui est un préalable. Le préalable, c'est lequel? Et c'est là qu'apparaît la divergence que vous voyez à la dernière page. Pour nous, le préalable de tout débat de fond, c'est le retrait des troupes rwandaises. C'est écrit dans le document. Et ils ont dit non, on n'est pas d'accord sur ça. À prendre ou à laisser. Alors ils ont retorqué, d'accord, parce qu'on va faire cesser le feu. Cesser le feu signifie que la RDC ne peut plus, comment dirais-je, mater, excusez l'expression, les M23 qui constituent une force terroriste. On a dit, mais c'est la bêtise. Vous avez écrit, vous dites c'est un problème interne. Que vient faire les M23 ici? Et vous voyez dans le document aussi, il y a un paragraphe qu'on dit poursuivre les négociations. Ça veut dire que, et c'est la manière dont les paragraphes sont ordonnés, ce n'est pas par hasard. La première chose, parce que le Congolais dit, mais on a mis cesser le feu, mais en disant cessation des hostilités. Donc parmi les opérations, de cesser le feu, mais nous renvoyons à la deuxième page. Alors, on ferme les yeux, on lit un paragraphe, on ne comprend pas ce qu'il y a, j'ai essayé de donner les détails, dans la mesure du possible, non. Et tout cela renvoyé au chef d'État. Alors, de deux choses l'une, où nous disons que nous sommes prêts à mettre fin à cet alibi d'FDLR, et nous renvoyons la balle à ceux qui sont venus avec l'affaire, on les identifie, où sont-ils, et on met en place le mécanisme. Et alors on va voir ce que le Rwanda va nous dire. Si cela est fait, c'est ça la vérité. Voilà, VPM, on va prendre les questions des médias. Je vous préviens qu'on va prendre 30 minutes, parce qu'on va déjà grignoter le temps d'antenne de la télévision nationale. On va commencer cette série de questions par M. Paul Lorgéry. Ensuite, ce sera Fiston Oleko. Messieurs les ministres, bonsoir. Merci beaucoup pour la parole. Première petite question, deux questions en une. On aimerait savoir aujourd'hui, la ligne de front à l'Est est plus ou moins figée. Quelques combats continuent autour de Satke, de Kibumba. Les forces de la SADC sont arrivées. Première question, combien de forces de la SADC? Et deuxième question, essayez d'avoir... S'il vous plaît, première question. Première question, combien de forces, combien de soldats de la SADC sont aujourd'hui sur le territoire congolais? Et deuxième question, on a quelques doutes sur la nature du mandat. Est-ce que c'est un mandat opérationnel, offensif? Est-ce qu'ils peuvent monter des opérations avec les FARDC? Deuxième question, je sors un peu des sentiers, enfin un peu du sujet du jour, mais je voudrais revenir sur cette histoire qu'il y a eu il y a près d'un mois, sur cet accord avec la Russie de défense, que vous reveniez dessus et que vous nous expliquiez un petit peu ce qu'il en est aujourd'hui et quelle est la nature de la collaboration avec la Russie aujourd'hui. Merci. Alors, le vice-premier ministre va vous répondre, mais sur la première question, on ne peut pas dire qu'il y aura 2 militaires, 3 militaires. C'est bien, c'est une question pertinente. Il a donné une partie, non. Je ne sais pas dans quel pays une armée ou une autorité politique peut dire nous avons un militaire, 2 militaires avec tel type d'arme. Non, ça procède du secret militaire, je suis désolé. Et deuxième question, le mandat. Le mandat est clair, comme de l'eau claire dans un verre clair.
Insipide, inodore, incolore. Si vous avez soif, vous la buvez. Il faut lire le SOFA. Le SOFA, c'est l'accord portant statut de la force. Oui, il faut lire. Il faut lire. C'est très clair, je viens de le dire. Le mandat, c'est de soutenir les FARDC pour recouvrer l'intégrité territoriale de la République, restaurer la sécurité et en fait mettre fin aux groupes armés. Groupes armés, ce n'est pas seulement les 23. On ne dit pas assez ça. Ce n'est pas seulement les 23. Peut-on accompagner, soutenir une armée en opération sans se mêler au combat? C'est simple. Je viens de vous dire. J'ai ici la déclaration d'avant-hier. La SADC soutient, est déterminée à soutenir les FARDC diplomatiquement et militairement. Bon, écoutez, moi je ne suis pas militaire, mais je sais que, bon, si vous ouvrez le dictionnaire, militaire ne le soutient pas en faisant des blagues avec lui, en lui racontant des histoires. C'est d'être avec lui au combat. Et ce n'est pas théorique. Parce que ce n'est pas la première fois que la SADC vient. Les troupes de la SADC ont été dans la force d'intervention de la MONUSCO FAIB. Est-ce qu'il faut vraiment une démonstration particulière? Seulement, c'est qu'il y a ces mandats s'exécutent, mais ça ne nous empêche pas de continuer le combat diplomatique et pourquoi pas le combat de la communication. Bien sûr. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié. Encore avec la Russie, non. Nous n'avons jamais signé un accord avec la Russie, ni discuté avec la Russie d'une assistance militaire. C'est de mise affaires étrangères que vous parlez. Nous avons trouvé, le président Tshisekedi a trouvé un accord militaire signé par nos prédécesseurs, mais qui lui-même n'a jamais été exécuté. Et nous n'avons jamais posé le problème de l'exécution de cet accord. Je crois là aussi, c'est clair, c'est blanc comme neige. Voilà. Et on va prendre la question de Fiston Ndeko. D'ailleurs, nous avons tous déploré l'attentat terroriste qui a tué près de 137 Russes il y a quelques jours. Fiston Ndeko, allez-y rapidement. Merci, et puis ce sera Madame Gracia Ndambi. Merci, Monsieur le ministre, pour vos questions. Et la première question au VPM Lutundula, c'est un peu une question générique. Êtes-vous satisfait du schéma diplomatique? Comment? Êtes-vous satisfait de manière claire de l'action diplomatique que vous menez avec le chef de l'État, avec l'ensemble du gouvernement, surtout concernant la question de l'Est? Deuxième question, le M23, aujourd'hui... Attendez un peu, dit. Oui, allez-y. Le M23, jusqu'à aujourd'hui, continue d'occuper des localités entières en République démocratique du Congo. Alors, aujourd'hui, on parle de la SADC, de la force de la SADC, SAMI RDC, 3 mois déjà. Quelle est la différence qu'il y a entre l'action menée par la force de l'EAC, qui est partie depuis le 15 décembre, et SAMI RDC, parce que, si on se rappelle, la force de l'EAC était partie justement parce qu'elle n'a pas appliqué son mandat qui était offensif. Alors, quelle est la différence, 3 mois déjà, de l'action de l'EAC, force régionale, et SAMI RDC? Ok, merci beaucoup, encore une fois, la clarté des questions me fait plaisir. Oui, nous sommes satisfaits de l'action diplomatique. On n'a pas le temps de faire le bilan, mais accepter au moins, que nous avons obtenu la levée de l'obligation de déclaration des armes et munitions vendues au Congo, qu'on a pris presque 20 ans d'embargo. Ça fait plus de 20 ans. C'est ce qui nous a permis d'acheter les armes, de requinquer nos forces et de faire en sorte au moins qu'ils résistent. Ça, c'était important. 2, nous avons réussi à faire basculer l'opinion
de ceux qui pensaient que tout ce qu'Kigali racontait était des paroles d'évangile. Avant nous, connaissez-vous un seul pays au monde qui a dit au président Kagame, retirez vos forces de la RDC. Cessez de soutenir l'M23. Vous êtes des médias, dites-moi. Nous avons réussi cela. Ceux qui hier le soutenaient ont compris qu'en fait c'était de bluff, que le vrai problème, ce sont les richesses de la RDC. Tout à fait. Troisième succès. Et il est éclatant. Nous avons démystifié. Félix Antoine Tshisekedi a démystifié le président Tshisekedi. C'est le président, plutôt, je m'excuse, Kagame, qui s'agite tout le temps. Est-ce que vous avez vu M. Kagame faire des interviews à longueur de mois? Il y a une qui circule maintenant. Il en fera une après ses briefings. Dans Jeune Afrique, il est très fort. Où il dit que Tshisekedi, en fait, pose des actes, mais il ne connaît pas les conséquences de ces actes. Et il va très loin. Vous lui dites, mais est-ce que vous prenez au sérieux les menaces du président Tshisekedi? Il dit, oui, je prends au sérieux, il est capable de beaucoup de choses. C'est lui qui ne connaît pas les conséquences, qui ne mesure pas les conséquences de ce qu'il fait en hypothéquant l'avenir d'une communauté congolaise, de Tutsi congolais, qu'il a instrumentalisé, qu'il transforme en une marchandise qu'il vend partout. Tout à fait. Est-ce qu'il réalise l'avenir de cela? Nous sommes une nation unique, 450, on n'a jamais connu des génocides chez nous. Et quelqu'un veut vous dire, oui, il y a des persécutions, mais ça reste là-bas, nous on n'a pas besoin de ça. Et en mettant dans la tête des Congolais qu'il y a parmi nous des compatriotes c'est de la stigmatisation, qui sont protégés par un pays étranger, qui se donnent le droit de venir chez nous piller sous prétexte qu'il les défend. Est-ce qu'il sait ce que cela va donner d'ici 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans? Il est en train de fausser l'histoire de notre pays, de creuser, de tout. Et je demande à tous les Congolais de ne pas tomber dans ces pièges-là, particulièrement les Congolais Tutsis. Parce qu'ils n'auront jamais ce qu'ils ont aujourd'hui, ici, là-bas. Vous comprenez? Nous avons gagné sur ce point-là. Et le président a été très clair à son passage au briefing sur ça, parce qu'il a dit qu'il y a des compatriotes Tutsis qui décèdent pour défendre le territoire national. Oui. Et nous sommes satisfaits aussi, aujourd'hui, si vous allez à l'Union africaine, ce n'est plus les vents d'il y a quelques mois. Il y en a qui disent, oui, ça suffit quand même, lui aussi. Il se prend pour qui? C'est le nouveau Napoléon, c'est le nouveau, parce qu'on n'aime pas citer les noms de l'histoire, mais l'histoire. Donc, on a avancé très sérieusement. Mais ce qu'il faut savoir, je comprends votre souci. La diplomatie appuie un combat. La diplomatie permet d'avancer sans faire couler le sang. Mais lorsqu'il y a une action militaire, et le président en est très conscient, notre diplomatie réussira. D'autant plus que nous serons en mesure de soutenir notre armée, de faire en sorte que, et c'est là votre troisième question, de faire en sorte que ces jeunes gens qui ont décidé de sacrifier, de faire couler leur sang pour la nation, avancent. Notre diplomatie fera encore mieux, si nous tous nous restons mobilisés. Absolument. Si nous tous nous restons, ici je vous ai dit, il y a des pays, des peuples qui ont gagné des guerres contre les grandes puissances. Rappelez tout ce qui s'est passé en Asie, Vietnam, Cambodge et tout. Donc, il ne faut pas qu'on croise les bras. Oui, la diplomatie va tout résoudre. Non, non. Le travail, il est fait. Toutes les données ont changé, sont en notre faveur. Les vents soufflent pour nous. Il faut domestiquer ces vents pour que ce soit une énergie qui éclaire de l'avenir, pour que ce soit une énergie qui nous donne les fondamentaux pour construire ensemble notre avenir. Et arrêter ce qu'on nous a mis sur le dos.
Alors, la troisième question, c'est les M23 continue. Nous, là encore, les compatriotes, on ne se bat pas contre les M23. On se bat contre le Rwanda. Écoutez, les missiles sol-sol, solaire. Est-ce que dites-moi, les M23 a quelles entreprises pour gagner de l'argent? Les M23, c'est quelle société ça? Ces armes-là, ce sont que les États qui les achètent. Nous nous battons et le Rwanda ne nie pas. Pourquoi vous ne voulez pas de M23 tout le temps alors que le Rwanda vous dit j'ai bombardé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela? Non, il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège-là. Nous avons un problème et le président ne l'a jamais nié. Mais c'est le ministre de la Communication, il faut qu'on insiste pour ça. Regardez, quand l'AFDEL vient, qu'est-ce qui se passe? L'AFDEL entre, tout notre système de sécurité est décomposé, détruit. L'armée, les services de sécurité, et j'en passe. Il nous fallait du temps pour reconstruire notre système de défense, avec tous les corps qui sont impliqués. Et c'est à ce moment-là aussi que les mêmes pays, les mêmes voisins, commencent à nous déstabiliser. On a connu les Kundabatware, Jules Mutebushi. Si vous voyez, c'est un peu cyclique. Il ne passe pas 5-6 ans sans qu'il y ait une perturbation. On n'a pas eu le temps de reconstruire l'armée nationale. Beaucoup de Congolais oublient ça. Et dire aussi que, bon, il faut le dire, le programme de formation militaire, de recrutement, on ne sait pas trop comment, ce qu'on en a fait. Moi, je n'ai pas l'habitude de mettre le couteau dans la plaie, mais nous sommes tous des Congolais, nous savons ce qui s'est passé. Le président arrive. Au moment où il commence à changer de leadership dans l'armée, vous comprenez ce que je veux dire, la perturbation vient. Il faut déstabiliser pour que ce pays ne puisse pas avoir le temps de former une armée. C'est la situation qui est la nôtre. Ces jeunes gens que nous prenons, ils sont pleins d'énergie, ils sont pleins de volonté. C'est pas facile d'être se faire militaire. Parce que les militaires, c'est quand tu fais militaire, ou tu tues, on te tue. C'est pas donné à tout le monde. Et malgré cela, les chefs de l'État, le gouvernement, on résiste, on se bat. Donc, nous avons affaire à une armée classique. C'est pas moi qui le dis, c'est le secrétaire général des Nations Unies, Guterres, il y a 2 ans. Vous avez suivi? Septembre. Hein? Ça, il y a 2 ans. C'est la MONUSCO qui le dit. Sans compter les autres armées qui circulent, qui gravitent autour, mais on verra ça un peu plus tard. Voilà. Donc, l'affaire du M23 qui conquiert les territoires, c'est le Rwanda et nous le reprenons, nous le reprendrons, soyez sûrs et certains. Si vous n'êtes pas sûr alors, ne vous appelez pas Congolais. Voilà donc. C'était la question de la démarcation entre SAMI RDC et ACI. Ah oui, je reviens. SAMI RDC et... Bon, SAMI est en phase de déploiement. Il faut le reconnaître. Mais les informations que nous avons, la SAMI se met en soutien de la RDC. Demandez les militaires qui sont là, ils vont vous dire. Le nombre encore réduit des troupes de la SAMI RDC, ces troupes-là sont mises à contribution. Et dans les jours à venir, lisez le communiqué. Vous allez voir ce qui va se passer. Hein. Voilà. Donc, ce n'est pas comme ceux qui sont arrivés ici, l'EAC, excusez, monsieur le ministre, parce qu'il a parlé de l'EAC, qui commence dès le début, on vous dit, dès qu'on atterrit à Goma, déjà nous ne sommes pas venus nous battre. Est-ce que je mens? Non, nous sommes venus pour être une force de tampon. C'est ce qu'on nous a dit dès le départ. Alors que ça n'a jamais été mentionné. Et on a commencé à faire des négociations avec les M23. Samy, l'IRC, ne fait pas cet exercice-là. Ayez confiance. Voilà, donc je vais demander d'ailleurs à nos services de mettre à disposition des médias tous les textes des différents sommets auxquels vous avez pris part. C'est important de toujours avoir cela à l'esprit parce que les événements qui se passent aujourd'hui sont reliés à ceux qui se sont passés il y a peut-être 2-3 ans. Et pour un petit commentaire dans ce que Fiston Leko disait, dans cette guerre, nous avons plusieurs fronts. Il y a évidemment le front militaire avec ce que cela comporte. Il y a les fronts diplomatiques pour lesquels nous vous faisons le compte rendu ce soir. Il y a les fronts médiatiques pour lesquels je présume que vous êtes tous mobilisés dans la campagne Bendele Kouyate. Il y a le front judiciaire
parce que tous ces criminels doivent être jugés si nous voulons avoir une garantie de non-répétition. Et il y a des actions qui sont en cours dans les instances juridictionnelles, tant au niveau de l'Afrique qu'au niveau international. Il y a le front économique, parce que le fond de la guerre, il est économique, des pillages, etc. Nous sommes aussi sur tous ces fronts bien alignés. Madame Gracia Ndambi, s'il vous plaît, ce sera une question pour nous permettre de prendre 2, 3 et terminer d'ici 15 minutes. Allez-y, s'il vous plaît, madame. Merci, monsieur le ministre, pour la parole. J'avais 3 questions. Mais si je dois poser une question, ce sera de savoir, face à l'incapacité de la communauté internationale pour condamner, s'il faut le dire comme ça, pour prendre des mesures drastiques sur le Rwanda, est-ce que la RDC doit encore faire confiance? Qu'est-ce qui motive le pays à faire confiance à cette communauté internationale? Et les autres questions? On y a déjà répondu. Non. Donc, c'est d'abord par rapport à la guerre, le balai diplomatique, plusieurs sommets, et déjà nous saluons les efforts. La condamnation, ça et là, mais sur le terrain, rien de concret. Quels sont les indicateurs positifs par rapport à la situation sécuritaire? Et puis, parlons de l'apport... Les indicateurs politiques par rapport... Les indicateurs positifs. Positifs? Oui. Par rapport de tous les efforts diplomatiques par rapport à la situation sécuritaire à l'est de la République. Parlons de l'apport de la diplomatie sur cette question sécuritaire. Le peuple congolais va avoir des impacts réels. Parlons de l'apport diplomatique. Le peuple congolais va avoir des impacts réels à long terme, à court terme d'abord, à moyen terme ainsi qu'à long terme peut-être. Voilà, on a dérogé parce que c'est le mois de mars. Qu'est-ce que le peuple, qu'est-ce que le peuple peut s'attendre de tous ces efforts diplomatiques? Je crois que c'est la démarche même que nous faisons dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Il faut de la pédagogie. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il est important que tout le monde, nous puissions avoir le même entendement, surtout avec les médias. Les communiqués des différents sommets doivent être votre verbe. Breviaire, parce que nous sommes dans une situation de guerre. Le vice-premier ministre qui a compris, madame Grace, la philosophie de votre question, va vous répondre. Et puis nous allons appeler Paul Matendo juste après, rapidement, s'il vous plaît. Monsieur le vice-premier ministre. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a une phrase que je considère comme fondamentale. Il a toujours dit, sans naïveté, ni faiblesse. Ça veut dire quoi? Nous savons, et moi-même je vous l'ai dit, que nous n'aurons pas résolu notre problème en ne comptant que sur les efforts de l'extérieur. Et il y a eu le plan Marshall à l'époque et tout. Je ne connais pas un pays qui construit sa sécurité en ne comptant que sur les efforts extérieurs. Et j'ai dit que la diplomatie est une action de soutien à un certain nombre d'efforts et une action qui tend à faciliter les actions internes, notamment sur le plan militaire, pour arriver à la victoire. Oui, on peut avoir une victoire diplomatique. Nous l'avons. Mais nous ne faisons pas d'illusion en considérant que c'est suffisant. Peut-être c'est à cela que vous faites allusion. Nous avons affaire à un État tiers. OK? C'est le Rwanda. La présence de l'État tiers dans cette crise, surtout que cet État tiers, en fait, c'est l'auteur principal, nous amène fatalement sur la place publique internationale, qui a ses instruments de gestion de crise, qui a ce mécanisme, et malheureusement, à ce niveau-là, tout est très lent. Les jeux d'intérêt tellement complexes qu'on ne peut pas dire, en claquant les deux doigts, la solution est trouvée. Donc, nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer la communauté internationale. C'est nous isoler, c'est irréaliste. Nous faisons comme si la communauté internationale jouerait un rôle décisif. Donc moi je voudrais que les choses soient claires là-dessus. Et vous avez posé une série de questions qui tournent autour toujours de la diplomatie. Qu'est-ce que le peuple peut attendre?
Qu'est-ce que les indicateurs positifs? Je vous ai donné une série de victoires que nous avons gagnées. J'ai commencé par là d'ailleurs. Bien sûr. Ça affaiblit ceux qui sont en guerre contre nous. Et nous ne pouvons pas minimiser cela. Je vous dis, remémorez-vous ce qui s'est passé au cours de ces 20 ou 30 dernières années. Est-ce que vous avez vu le président Kagame agiter de cette manière? Ça n'a jamais existé. Les perturbateurs. Les perturbateurs. Est-ce que vous pensez que s'il n'y avait rien qui était fait par la Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous n'aurions pas eu ces gens ici à Kinshasa? Parce que les gens oublient ça. Bien sûr. S'il n'y a rien qui a été fait depuis qu'on est là, est-ce que ces gens-là n'auraient pas plus gommant? Donc, je comprends l'amertume, je comprends les impatiences, mais on ne gagne pas un conflit de ces gens-là comme si on claquait les doigts et il y a une magie qui tombe. On ne gagne pas en ignorant la communauté internationale. Donc, nous ne pouvons pas affronter et en même temps nous isoler. Là, ça ne marche pas. Ça marche pas. Voilà, je dois rappeler que c'est un conflit qui dure plus de 25 ans. Et que cette fois-ci, nous voulons trouver une solution définitive. Et le président l'a toujours dit. Comprenez que ça prenne du temps, mais nous sommes engagés sur de bonnes pistes lorsque j'expliquais les fronts dont je parlais tout à l'heure. Paul Matendo, ce sera une question, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Patrick, difficile d'avoir une question quand on est devant le VPM, mais on va faire... Mais il y en a eu plusieurs, c'est sûr que vos idées peuvent se répéter avec celles que nous avons entendues. Tout à fait, merci beaucoup. Monsieur le VPM, dans toute l'émission que vous effectuez, vous parlez d'un équipement de la SAMI RDC qui serait bloqué au Cameroun. Un équipement de la SADC qui devrait... Non, c'est pas bloqué. Je vous corrige. Qui traînerait. Je vous corrige pour que vous puissiez parler mieux. Oui. Non. Il y a ce qu'on appelle la force en entente de l'Union africaine. Et cette force a entre autres des équipements. Ce sont les équipements de l'Union africaine. Le Conseil paix et sécurité a demandé à la Commission, qui est l'exécutif de l'Union africaine, de le mettre à la disposition de SAMI DRC. Ok. Et quand est-ce que cet équipement peut arriver en RDC? Les débats sont en cours. Merci beaucoup. Vous avez rencontré Salva Kiir aujourd'hui et ici vous avez fait état d'une nouvelle dimension des FDLR qui serait fabriquée au Rwanda. Est-ce que vous avez fait mention de cette dimension de FDLR? Parce qu'on considère que Kagame, selon lui, le problème fondamental, c'est les FDLR qui seraient en RDC. Dans vos entretiens avec Salva Kiir, avez-vous évoqué les cas de ces FDLR qui seraient fabriqués au Rwanda? Merci. Ce n'est pas seulement dans les entretiens avec Salva Kiir. Le président Salva Kiir, je crois que mon collègue en communication a précisé, c'est lui qui est le président d'exercice de la communauté d'Afrique de l'Est. C'est dans ce cadre-là qu'il entreprend de consultations. C'est pour ça que le communiqué, c'est réunion consultative. Il a rencontré le président Kagame, il a rencontré le président Ndayishimiye, son prédécesseur. Maintenant, il était ici. Il est allé à Luanda parce que vous savez que c'est le président Lourenço qui a été désigné facilitateur par l'Union africaine il y a 2 ans à Malabo pour entretenir le dialogue entre le Rwanda et la RDC. Donc il faut créer une synergie. Voilà pourquoi il est venu. Et les problèmes sont exposés. Les problèmes de FDLR, on en a parlé, mais ce n'est pas seulement ça. Il y a autre chose, peut-être qu'il faut dire à nos compatriotes. Il y a ceux qui se sont appelés Alliance Fleuve Congo, qui nous ont dit qu'il faut alliance de M23. Ça veut dire quoi? Ils se machinent actuellement quelque chose dans le sens de partir du Nord Kivu vers l'Ituri. Nous savons qu'il y a des gens qui sont formés quelque part et dans cette machination, dans ce complot pour faire jonction entre les deux groupes et dire, vous voyez, ce n'est pas un problème du Rwanda, ce sont les Congolais eux-mêmes. D'ailleurs,
Ils sont maintenant en Ituri. Nous savons qu'il y a des choses qui se font actuellement maintenant, mais les Congolais ne portent pas une attention particulière par rapport à ça. Nous le savons. Et l'autre va dire, non, moi, je ne suis pour rien. Voilà, donc je dis que ce sont les Congolais entre eux, voilà ce qui se passe là-bas. Tout cela est abordé à tous les niveaux de discussion. Nous abordons toutes ces questions-là, soyez-en sûrs. Maintenant, il appartiendra au président Salva Kiir, après toutes les consultations, de proposer une perspective. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui m'a posé la question de savoir de quoi le président Tshisekedi a-t-il parlé avec le président Lourenço, je crois. Hein. Bon, c'était un entretien en tête-à-tête entre deux chefs d'État. Mais au finish, c'est les facilitateurs qui, faisant la synthèse des opinions des uns et des autres, des propositions des uns et des autres, va peut-être faire une proposition. S'il veut rester facilitateur simple, c'est-à-dire pas jouer le rôle de médiateur, il va se mettre simplement à faciliter le contact, mais c'est à lui à aider à avancer. Voilà, merci. On va prendre la dernière série de questions. On terminera par une question en lingala avec Jacques Amboka, j'espère Labunda, Félix Matuidi, et on termine avec Fabrice en lingala. Monsieur le vice-premier ministre, l'exercice est un peu long ce soir. Non, vous comprenez la sensibilité des sujets que vous traitez. Combien de temps là? Depuis l'année passée? Oui, depuis l'année passée. Voilà. Et donc, merci beaucoup, voilà. Excellence, pour la question. On va prendre la série cette fois-ci, noter les questions, comme ça on y répondra en une vague. Alors, c'est une situation qui perdure, vous l'avez dit, plus ou moins depuis 25 ans. Au Rwanda, on a eu un génocide autour de 1 million et quelques morts. En RDC, nous en comptons déjà au-delà de 10 millions. Vous avez dit quelque part, Excellence, que la diplomatie, ce n'est pas seulement le fait d'avoir raison, mais aussi de convaincre. Qu'est-ce qui fait que le Rwanda ait pu convaincre la communauté internationale sur les génocides perpétrés sur son territoire, alors que la RDC, qui compte plus de tués, on n'arrive pas à convaincre la communauté internationale pour que la communauté internationale puisse valider le concept de génocide en RDC? Voilà, première question. J'espère Labunda, allez-y rapidement s'il vous plaît. Merci beaucoup pour cette opportunité, Monsieur le ministre. Monsieur Vepem, dans le compte rendu de la récente réunion de Luanda, il est indiqué que le processus de Luanda et celui de Nairobi sont les principaux instruments de référence pour parvenir à la paix dans l'Est de la RDC. Où en est-on avec le processus de Nairobi, dont la dernière réunion remonte à décembre 2022. Avec l'insertion des combattants de certains groupes armés dits Wazalendo dans le rang des réservistes de FRDC, comment comptez-vous relancer ce processus? Merci. Félix, on a dit. Merci pour la parole. D'abord au VPN, Lutundula, Christophe Lutundula. Pourquoi Kinshasa ne ferme pas officiellement les frontières congolo-rwandaises? Et quelle serait l'alternative au cas où Paul Kagame refusait de répondre aux exigences pour le dialogue? Attendez un peu là. Oui. Alors, la première question, c'était pourquoi Kinshasa ne ferme pas officiellement les frontières congolo-rwandaises? Ouais. Deuxième question, quelle serait l'alternative au cas où Paul Kagame refusait de répondre aux exigences de Kinshasa? Okay. Au ministre des porte-parole du gouvernement congolais, M. Patrick Mouyaya, 11 officiers comparaissent à la cour martiale du Nord Kivu. L'opinion voudrait savoir, avec la levée du moratoire sur la peine de mort, est-ce que ces officiers pourront être condamnés à la peine de mort? Ne lui demandez pas de faire un travail de la justice. Vous posez 3 questions alors qu'il fallait en poser une. Il y a un ancien magistrat à ma droite, peut-être qu'il y répondra mieux que moi. Bon, on va terminer. VPM, question morosa na lingala, comme ça, on a soukapo batuba comprendre pe ou salo de soso sala na cadre diplomatie. Oui, matondi mingi Thomas Patrick Mouyaya, Zambie, Baï Congo, Balinkoye, ba Boloba qui était Congo démocratique et Rosolola, Soko Mokete na Batomboki. Kasi boni bino lelo bokomi kosora susuna
représentant à Batomboki, il y a M23 aux Ali Paul Kagame. Na mwana mboka Patrick Mouyaya, ngambo ya Brazzaville, bazali kofunda mbula matari ekolo Congo démocratique, kokata bango lotiliki Zambie, bazana mwa kokoso. Et puis, beti ndembo ya basi boti bongo na lisano kuna na Ghana, bazongi, bakolela lumeya na bango. Sur $2,500, bakopesa bango $20. Martin. Ok, on va essayer d'aller rapidement. Il y a celui Jacques Amboka. Amboka qui voulait savoir pourquoi le Rwanda a passé le message de génocide alors que nous, on n'arrive pas à le faire passer. Donc c'est le contexte. D'abord, c'est le contexte qui sont totalement différents. Le contexte, c'est qui a fait qu'on se trouve devant deux tribus qui se tuent, comme ça s'est passé là, et ce n'est pas le Rwanda seul qui a porté le discours des génocides sur la place publique internationale. Les organisations de droits de l'homme, les systèmes des Nations Unies et ainsi de suite. Donc le contexte est tout à fait différent. Chez nous, il y a des morts, plus d'1 million. Mais ce ne sont pas des morts des personnes qui sont tuées comme appartenant à telle tribu, à telle religion, ou des personnes dont on décide qu'on va mettre fin à leur vie parce qu'il y a ce type d'appartenance. Ce sont des Congolais qui meurent, mais il faut rentrer aussi dans la typologie internationale. Donc, il y a beaucoup de Congolais qui sont morts. Au sens générique du terme génocide, on peut peut-être en parler, mais au sens technique, c'est tout à fait différent. Tout à fait différent. Mais cela ne reste pas moins grave que ce qui s'est passé au Rwanda. C'est ce que nous avertions à dire à tout le monde. Et je crois que maintenant les messages passent. Les messages passent, il y a des gens qui écrivent des livres, il y a des décisions qui sont prises. Parce qu'on a parlé des sanctions, il y a des sanctions qui sont prises. Et ça va venir. Et nous continuons. Le ministre vous a parlé des actions judiciaires, l'autre jour on en a parlé aussi. Comme ma collègue, Madame le ministre d'État à la Justice, en a parlé aussi. Donc, même si en droit, il n'est pas aisé de qualifier tout ce qu'on a tué au Congo des victimes de génocide, la gravité, elle est la même. Tout à fait. Et là, on a réussi aussi à faire passer le message. Procédure de Nairobi, en étant... Bon, je crois qu'il y a un blocage, ça on ne peut pas le cacher, tout simplement parce que lors des dernières discussions sur la médiation du président Ourougou, il y a eu un programme de travail, pour ne pas dire une feuille de route, mais cette feuille de route est handicapée, notamment par le fait qu'il y a encore un groupe armé qui continue à tuer un peu plus, surtout avec le soutien de l'État étranger. Qu'est-ce que je dis avec le soutien? Pour le compte de l'État étranger qui a envoyé des troupes chez nous. Donc, ce n'est que, je ne dis pas un problème d'urgence, mais un problème d'espace, j'allais dire, pour réaliser le programme qui a été arrêté. Et nous nous disons qu'il vaut mieux que ces cancers M23 soient réglés pour déclencher la dynamique ouverte de poursuite du processus de l'aérobie. De toute façon, ils avaient déjà signé d'ailleurs. Oui, il y a une feuille de route. Ce qui est resté, c'est la mise en application. La mise en application, mais ce n'est pas délibérément qu'on a fait ça. Ouazalendo, non. Ouazalendo, ce sont nos compatriotes. C'est ce que le président Tshisekedi dit à tout le monde. Ce qui est vrai. Est-ce qu'on peut empêcher un Congolais de se défendre? Dites-moi ça. Partout au monde, vous pouvez empêcher, allez, taisons la nationalité. Un être humain, quand il est attaqué, il fait quoi? Il se défend. Et on ne peut pas
reprocher au gouvernement de la RDC de soutenir les Wazalendo. Ce sont des compatriotes qui se défendent, qui complètent quelque part l'action de défense de nos forces spécialisées. Ce que nous faisons, c'est d'éviter que l'action militaire de Wazalendo se fasse dans des conditions qui conduisent à des conséquences qui ne peuvent pas se justifier en dehors de l'objectif de se défendre. C'est peut-être vague, mais on comprend ce qu'il y a. Qu'on n'arrive pas à des violations de droits de l'homme, par exemple, parce que même une armée classique défend, et dans la défense tue, j'allais dire aussi se fait tuer, mais c'est suivant les règles d'engagement. Les règles d'engagement. Ça doit pas être des bandes armées. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on a même voté à l'Assemblée, nous sommes des députés, la loi sur la réserve nationale. Réserve armée de défense. Et d'ailleurs, à ces propos, il faut éviter ce que vous aviez dit tout à l'heure, parce que la réserve armée de défense n'a pas encore commencé à opérer. Lorsqu'on dit on prend des réservistes qu'on met dans l'armée, non. Il faut faire la nuance. Parce que la réserve armée a été créée justement pour le besoin d'absorber ces compatriotes qui sont prêts à s'élever à chaque fois pour la défense du territoire national. Cela ne veut pas dire, nous avions fait un briefing avec le coordonnateur du PDDRC ici, cela ne veut pas dire que parce que vous avez une arme aujourd'hui, demain automatiquement vous allez à la réserve. Il y aura un processus de vetting, il y aura un processus de contrôle des conditions d'admission qui sont bien spécifiées dans la loi. Il faut éviter cette confusion, s'il vous plaît. C'est ça. Donc c'est ça le problème de Wazalendo. Ce sont des Congolais de tous. Nous avons l'obligation constitutionnelle de défendre le pays. C'est tout là. Tout à fait. Ce qu'on fait, et les efforts sont faits réellement au niveau du gouvernement, c'est d'éviter des dérapages, d'éviter que ça se fasse, comme dit mon collègue, en dehors des règles, j'allais dire, du jeu. Alors, fermeture des frontières. Le président a donné une réponse, quoi, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était aujourd'hui. Il y a eu une question. On lui demandait pourquoi on ne construirait pas des murs. Oui. Nous n'avons pas de problème, je répète le président, d'ailleurs on venait de suivre ça tout à l'heure. Mais bien sûr. Nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais. Ce sont les dirigeants rwandais qui ne comprennent pas que ce qu'ils sont en train de faire compromet l'avenir même des Rwandais eux-mêmes. On ne sait pas tirer les leçons de l'histoire. Regardez des pays qui étaient très 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 puissants depuis l'Antiquité romaine. Ça s'est terminé comment? Ça s'est terminé comment? Toutes les guerres que l'Occident a connues. Parce qu'en Afrique, on a connu, ce n'était pas des guerres de cette ampleur-là. Il y avait peut-être entre les empires, mais ce n'était pas comme tout ce qu'on a connu en Occident. Et ça va se terminer comme le président l'a dit. Ceux qui dirigent le Rwanda aujourd'hui ne seront pas éternels. Ils ne le sont pas, ils ne seront jamais. Et voilà. Donc, il faut voir, ne perdons pas le discernement. Non, non. Il faut se battre, défendre le pays, défendre notre indépendance, défendre nos richesses nationales, mais ne perdons pas la lucidité. Ne perdons pas la lucidité. Et alors, on donnait une question citée, si le président Kagame fait quoi? Il ne respecte pas les engagements, il ne suit pas ce qu'on lui demande, en fait, continue le comportement. Mais c'est simple. C'est simple. Moi, je crois que c'est le président de la République qui décide en matière de guerre, c'est le commandant suprême, mais nous n'allons pas le laisser faire. La guerre va continuer. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Nous continuerons la diplomatie. Le président l'a toujours dit. Nous continuerons la diplomatie. Mais en même temps, nous ne serons jamais naïfs pour croire qu'un beau matin, on va venir nous dire « Allez, c'est fini, Kagame est parti ». Non. S'il ne sort pas, ben on va continuer la guerre. C'est très clair. Alors, la dernière question à Lingala. Non, naïbité ndiko mutuni naïbité qui a été tous allez sur la M23 naïbité. Mais na banza nazali na kati ya ba oyo baza kolanda makambo wana pe baza kubunda o pene ya mokonzi na biso président Tshisekedi pona makambo wana ezali te. Dialogue kosola na bango ezali te. Muto ya ina makamboyo, mboko ina makamboyo ezali le Rwanda avec le président Kagame. Peut-être za koloba na bango yebisa eloko za koluka. Kasi pona ko yiba biloko na biso
ekosalama te. Congolais nyonso ata oyo abotami te okola kobotama soki akuti makambo ya boye akoti na etumba. Donc nayebi te sikani nozwaki sango wana mais pas nayebi te la communication alobi représentant na bango ye moko Kagame. Il faut koyeba ke bitumba nyonso tomonaka ata lelo ba russe na ba ukrainien bazobunda mais moko bakendaka na mesa tout ça l'échange ba prisonnier tout ça la boye autant ba mapinga bazobunda autant yep vice premier ministre na ba soda na ye ba diplomate bango pe bazobunda ndenge biso pe na ba soda oyo ngai entre guillemets ba équipe nanga to pe ba pandisango tozobunda na mituna na yo otuni makambo alotiliki na mona kiango mingi batuninga na rotuna ndeko na ngai ministre ya énergie ressources hydrauliques et électricité apesanga biyano bon na repesa o etali makambu ya bandeko na biso bazaki na Ghana na landaki yango penza te mais na rotuna ndeko Kabulo na monaki ke la fois passée ba léopard na biso ba prestaki malamu Nathalie équipe à volleyball ba polaki d'un point na finale il y a handball. Je pense que globalement ata topé à boxe au moni maramba sport eza makamoko président de la République Alandela Ramingi et ça rappelle na bakoko so ba réalité nango bobo sanate ke mukolo moko tozaka na ndeko Nicolas Kazadi alobaka il faut ko bankariser alobaka boy bon na ebité o elekaki wana na rotuna ndeko Kabudo pe na royela bino biyano yepa yana no briefing tem comme suto yana awa comme ça botuni mbala moko. Alors on va terminer monsieur vice-premier ministre et quels peuvent être vos mots pour conclure cet exercice de redevabilité qui était assez long la dernière fois, c'était le 23 octobre 2023. Ah oui, hein. Exactement, on l'a rappelé tout à l'heure. Non, et là on a un loba yangoyo. D'abord, félicitations. On a battu à média. Merci. Pour nakalisi changement et sur le côté na secteur wana madatozali. Changement narratif. Madame. Yabi balé et vu à Moutonio Césaraka facilité, il faut Kubunda au propre comme au figuré. Tozali riche. Ce que vous avez dans le bureau que belé, yo kasi ba kotika yo tempo la boye na balabala, utamboni ya betele maboko te. Musa ko lo baba otokotala. Ce que yawa na botelier. Soka yawa na bomiye. Il faut milengela. Bandeko bazali netumba bayeba ke biso maso tozali na bango. Mboka mobimba soki 100 millions te ko zala biso so netumba te mutazana musala na ye. Isika ozako sala. So osali bien, ozako sala, ozako bunda pour balongo. Omoni. Donc peut-être le quoi to sala ki combat ya indépendance te. To mona la vie à pays c'est facile. Te. Boyo babuna mingi bete Afrique au sale awa Angola ba mona ki Salva Kiir lelo abuna mingi pour l'indépendance. Salva Kiir alobi azalaki à l'âge de 15 ans. Oui, babandaki bitumba. Ah, bandaki bitumba. Donc comme décourager te pesa confiance. Et pas à mon cause. Na banza na ba qualité otokotikala. Na mituna biso pona tseke des ali courage. Toko koma mikanda. Otombona kana ba discussion. Boyo kakaye, omona ki yasa ko lo balelo. Toi mokonzi moko azali chef de guerre te. Mazali très courageux. Paix sa confiance dans ba soda. Na salaki parenthèse awa on a ko rappeler bino. Oui, les cas qui tango afdel les koti. Oui, ça koleka. On ne produit pas une armée en 2-3 ans. Les alliés que la Moukina Tongo signé Moukanda beaucoup une armée nationale. Les alliés Moussa Toussara que vous miraka. Malheureusement, chaque fois que tu es tokende, bati bakal. Donc, eh bien, tokolonga. Bendele. Et kokoyate. Kokoyate. Toza makasi. Vous êtes Congolais, vous êtes fiers. Vous êtes Congolais, vous êtes dans mon conseil. RDC. Et Laura Makassi. Merci.
Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre, pour cette participation à cet exercice de redevabilité. Vous avez encore de l'énergie, gloire à Dieu. Nous pourrons évidemment revenir encore, parce que les sujets sont d'une grande importance. Je pense que nous allons nous organiser, peut-être pour avoir un moment de change autour de ces sujets, non pas devant les médias, mais pour que nous tous on fasse les récapitulatifs depuis avril 2021, lorsqu'on a commencé le processus de Nairobi, jusqu'à aujourd'hui, en passant par la feuille de route de Luanda. Comme ça, nous aurons tous les mêmes entendements. Le vice-premier ministre l'a dit tout à l'heure, nous ne combattons pas le M23, nous combattons le Rwanda. Il ne devrait plus y avoir d'ambiguïté, les M23 soutenus par le Rwanda, non. C'est le Rwanda que nous combattons, et lui-même, le président rwandais, les perturbateurs, lui-même l'a reconnu. Merci beaucoup, monsieur le vice-premier ministre, et merci à vous, chers professionnels des médias, à ceux qui nous ont suivis ce soir. Le journal de la RTNC a pris un coup, mais les sujets en valaient la peine. Merci et bonne soirée. À l'ère du numérique, la communication demeure encore au centre de la vie. La radio-télévision nationale congolaise reste le vecteur de l'unité nationale. Les informations sur l'actualité de la République démocratique du Congo, d'Afrique et du monde. La culture, le sport, mais aussi les grands événements en direct sur la radio-télévision nationale